Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Fréquence Histoire. Je suis aujourd'hui accompagné de Benjamin Ratichot. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous parlons de la Yougoslavie dans le cadre d'un nouveau concept d'émission, toujours à un format court. C'est une émission consacrée aux anciens États que nous avons appelés États disparus. Nous parlons aujourd'hui donc de cette étrange fédération d'États un petit peu composite de l'Europe du Sud, qui était la Yougoslavie, un État qui existait entre 1918 et, je crois, 1992, un petit peu après la chute de l'Union soviétique, ça a duré quelques mois de plus. La Yougoslavie, Jugoslavija, qui était un État des Balkans, l'État balkanique le plus étendu en superficie. Ça devait faire à peu près, je pense, 400 000 km². Enfin, c'était vraiment un État étendu et assez peuplé, qui est l'une des conséquences de ce mouvement politique et de pensée qui était l'illyrianisme à partir des premières années du 19e siècle, qui promouvait comme cela une union des Slaves du Sud. Eh bien, Benjamin, cette union, elle a été précipitée à la fin de l'année 1918 par l'effondrement de l'Empire austro-hongrois et sa défaite durant la Grande Guerre. Alors, petite note sémantique peut-être pour savoir de quoi on parle. Donc, Yougoslavie veut évidemment dire en serbe Yougoslavia, le pays des Slaves du Sud. On parle de Yougoslavie effectivement de l'État de Yougoslavie de 1918 jusqu'en 1992. Quand il s'agit de l'union justement de l'union fédérale de ces 6 républiques, il faut préciser qu'avant que la Serbie, Monténégro soient créés, il y a eu un petit laps de temps entre 1992 et la fin du XXe siècle où la Serbie avait conservé le nom de Yougoslavie. Je crois que ça a duré jusqu'en 2003. Non, voilà, donc jusqu'à ce que la Serbie prenne le titre de Serbie et Monténégro, et ensuite en 2006, le Monténégro a pris définitivement son indépendance. Et vous savez, dans le langage populaire, on parle souvent de Yougoslavie, puisqu'on entend souvent parler d'ex-Yougoslavie. Donc c'est vraiment que c'est resté prégnant dans la mémoire des gens. Oui, et puis la guerre qui s'est attendue pendant toutes les années 90, guerre violente avec des images qu'on a tous à l'esprit, font que nous n'oublions pas ce qu'était la Yougoslavie, et que même si nous voyageons en Croatie, en Bosnie, en Slovénie, oui, parce que c'est des pays touristiques. Voilà, ce sont des pays touristiques, nous avons l'impression que nous sommes encore dans cet état fantôme, mais qui a uni justement tous ces pays sous une seule autorité. Alors, tu m'as questionné sur l'origine de la Yougoslavie. La Yougoslavie est née effectivement à la suite des traités de Saint-Germain, de Trianon, de tous ces traités qui ont redécoupé l'Europe orientale et l'Europe méridionale après la Première Guerre mondiale, après l'écroulement de 3 grands empires qui ont été l'empire russe des Romanov, l'empire allemand des Hohenzollern et l'empire autrichien des Habsbourg. Et la Slovénie, l'actuelle Slovénie et l'actuelle Croatie faisaient partie de cette double monarchie austro-hongroise qui s'est écroulée en 1918. Et c'est donc le roi de Serbie, la Serbie, l'État par lequel est arrivée la Première Guerre mondiale, c'est l'un des premiers belligérants avec l'Autriche, c'est la Serbie, le roi de Serbie, Pierre Karađorđević, qui est devenu roi des territoires qu'il a conquis en vertu de ces traités, qui sont des traités parallèles à celui de Versailles, qui a récupéré les territoires de Croatie et de Slovénie, pour former donc ce royaume, donc à l'époque un royaume, le royaume des Slovènes, des Serbes et des Croates. Oui, parce qu'il y a eu deux Yougoslavies, on y reviendra, paradoxalement, il y a eu pendant une vingtaine d'années un royaume avec une monarchie parlementaire et constitutionnelle, et ensuite une république socialiste pro-soviétique avec son propre fonctionnement. Ça ne s'est pas strictement aligné sur le non-soviétique, on le verra. Il y aura une recherche d'un certain non-alignement, on verra si ça a marché ou pas. Mais il y a vraiment 2 périodes qui ne sont pas d'égale durée, une vingtaine d'années de monarchie et un demi-siècle d'influence soviétique, communiste. Alors, les traités que tu as cités, tu as cité 2 traités, le traité de Saint-Germain du 10 septembre 1918
1919 et puis celui du Trianon du 4 juillet 1920 doivent être complétés par un troisième traité, qui est celui de Neuilly, qui fixe les frontières le 27 novembre 1919. C'est un changement pour toute cette région, puisque la Serbie, qui est une puissance alliée victorieuse, qui a gagné la Première Guerre mondiale, concrétise cette dynamique qu'on a citée en introduction, cette dynamique illyrianiste, je ne sais pas comment il faut dire, d'union des Slaves du Sud, cette dynamique yougoslave, qui se matérialise en 2 temps. Le 20 juillet 1917 par la déclaration de Corfou, qui entérine la constitution d'un comité yougoslave. C'est un comité en exil, mais ce comité affirme la nécessité d'une nation unie qui est à la fois qui est constituée des Serbes, des Slovènes et des Croates. Cette nation, elle serait dirigée, comme tu l'as indiqué, par donc une famille, la famille des Karageorges, et dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Et puis le deuxième temps de cette dynamique d'union, c'est un congrès national yougoslave à Zagreb, qui proclame l'unité territoriale slovéno-croate avec également la Serbie et le Monténégro. Tout cela aboutit le 1er décembre 1918, donc quelques semaines après l'armistice, à la création de ce qu'on appelle le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, dirigé par Pierre Ier Karageorges. Alors le terme Yougoslavie, on le retrouvera comme appellation officielle, Benjamin, à partir de 1929 seulement. C'est ça, 1929 qui consacre la reconnaissance de ce nouvel État sur justement, je le répète, les ruines de l'Empire austro-hongrois. Tu as raison de parler des 2 périodes de la Yougoslavie, parce qu'on met sous le même terme Yougoslavie 2 réalités historiques qui sont totalement différentes, puisque si on voulait faire simple, et c'est l'objet de ces courtes vidéos, c'est peut-être synthétiser, schématiser ce qu'a été la Yougoslavie dans ces 2 périodes, notamment dans sa première, où la Yougoslavie et tous les peuples qui la composent sont sous l'autorité des rois serbes. Et cette première perception des choses ne va pas sans quelques difficultés, puisque ces rois serbes qui ont cette dynastie des Karageorges, qui a eu l'habitude de régner uniquement sur la Serbie, va imposer une sorte de nationalisme serbe à l'ensemble de la Yougoslavie, ou plutôt une idée de gouvernement à l'image de ce qu'était la Serbie, ce qui va évidemment déplaire aux minorités, puisque c'est un pays où les minorités sont présentes. Ce qui est assez curieux, c'est que la Slovénie et la Croatie sortent de l'Autriche-Hongrie, qui était une myriade de petites minorités. Et là, la Yougoslavie, on retrouve un peu le même cas de figure. C'est-à-dire que nous avons des Slovènes, des Croates, des Bosniaques, des Albanais, des Macédoniens, des Serbes, tout ça réparti de manière très inégale. Et justement, ce gouvernement très centralisateur que vont imposer les 3 rois, Pierre, Alexandre et Paul, qui vont se succéder sur le trône de Yougoslavie, vont susciter justement des velléités d'autonomie. Et donc un conflit entre centralisation et autonomisme se développe tout au long des années 20. Et la politique de Belgrade sera contestée dans les territoires, notamment dans les 2 territoires à forte autonomie, la Croatie et la Slovénie. Oui, ce sont des territoires qui ont assez souvent eu dans l'histoire yougoslave des particularismes comme ça assumés, notamment dans les différentes constitutions, puisqu'il y a plusieurs constitutions qui se sont succédées assez rapidement en Yougoslavie. On en fera sans doute l'examen. Et à chaque fois, ces constitutions ont en général comme très majoritaire des particularismes comme ça qui sont donnés, ou des faits de décentralisation, parce qu'il faut bien prendre en compte le fait linguistique, les particularismes régionaux, etc. Ça n'est pas un État, c'est une fédération au sens propre, ça n'a jamais véritablement été un État unitaire, la Yougoslavie. C'est toujours resté cette fédération assez précaire des 6 républiques, aussi bien durant la monarchie que durant ce demi-siècle où
la Yougoslavie était une république socialiste. Alors tu as cité, Benjamin, les différents rois. Il y a eu un court règne tout d'abord donc, de Pierre Ier, et puis ensuite alors Pierre Ier qui était assez fragile, hein, me semble-t-il, de santé. Donc il a Âgé déjà. âgé, oui, c'est un vieil homme. Ce qui fait qu'il y a eu finalement la régence d'Alexandre Ier, qui est devenu roi à partir de 1921, et qui s'est entouré tout de suite d'un Premier ministre, Pašić, qui était un Serbe. Et il y a toujours eu comme ça un certain dosage entre les différents, les deux grandes nationalités, qui étaient les Serbes et les Croates, qui a suscité naturellement des animosités de part et d'autre. Mais la Yougoslavie est quand même parvenue à s'affirmer dans ce timide concert des nations qui était celui du monde de l'entre-deux-guerres, avec, il faut le signaler, un traité d'amitié franco-yougoslave en novembre 1927, mais la Yougoslavie reste un petit peu un État, je dirais pas en sursis, mais un petit peu précaire, avec toujours ces dissensions potentielles induites par le fait qu'elle est un État avec des minorités un petit peu antagonistes, ce qui fait qu'à partir de janvier 1929, il y a une phase de dictature monarchique pour essayer un petit peu de canaliser les Croates, et les choses ne s'arrangent pas dans les années qui suivent, puisqu'il y a, c'est un fait historique assez intéressant, avec une bonne part d'anecdotes, il faut le dire, le 9 octobre 1934, il y a l'assassinat du roi yougoslave à Marseille, donc c'est le roi Alexandre Ier. Alors ce qui est amusant pour nous Français, c'est que accidentellement, il y a notre ministre des Affaires étrangères, Bartou, qui est un petit peu âgé, il doit avoir un peu plus de 70 ans, qui est assassiné comme ça par erreur. Mais ce qu'il faut retenir, l'important, c'est qu'il y a donc l'assassinat du roi de Yougoslavie, et Pierre II lui succède dans un climat, pourrait-on dire, Benjamin, de montée des périls, entre guillemets, en tout cas d'émergence de l'Allemagne et de l'Italie comme puissance qui vont constituer l'axe. Oui, et puis Pierre sent très vite qu'il va falloir se trouver un camp. La Yougoslavie, malgré le fait qu'elle demeure un peu à l'écart des tractations occidentales, n'est pas un pays qui est dépourvu d'atouts. C'est un pays déjà qui a récupéré toutes les façades littorales de l'Autriche-Hongrie, qui a une des débouchés intéressants sur l'Adriatique, qui a une frontière commune avec l'Italie. Ce n'est pas un pays enclavé, mais c'est un pays qui sent qu'il peut, du fait de ses composants disparates, être victime justement de cette montée des périls que tu arrives. Il y a toujours cette histoire de nationalité qui arrive, et notamment dont Adolf Hitler sera l'un des promoteurs quand il réunit à lui l'Autriche et la Tchéquie des Sudètes. Ça, c'est en 1938. Voilà, 1938. Ça montre quand même, je pense, le climat nationaliste, encore, qui domine à cette époque. Et Pierre II, régent, et on n'est pas il est régent après l'assassinat d'Alexandre Ier, se rapproche de l'Axe, se rapproche de l'Italie et se rapproche de la Bulgarie, puisque il sent que l'orage arrive. Cette alliance qui va précipiter la Yougoslavie, non seulement dans la Seconde Guerre mondiale, mais également la Seconde Guerre mondiale dans la Yougoslavie, puisque la Yougoslavie va pâtir de l'intervention allemande, va condamner la dynastie des Kara-Djordjević à l'extinction. Oui, effectivement, c'est une toute autre période pour la Yougoslavie. Alors, on a dit schématiquement qu'il y avait 2 décennies de monarchie et 5 de régime socialiste. Il faut quand même situer aussi ces 3 années d'occupation allemande, d'invasion allemande et d'occupation. Ça se situe pas dans les premiers jours de la Deuxième Guerre mondiale, parce que les forces de l'Axe sont occupées à envahir la Belgique, les Pays-Bas et la France. Ça, ils y parviennent. Ils essayent d'envahir le Royaume-Uni. Ça, ils n'y parviennent pas. Ils se soucient assez peu du théâtre de l'Europe balkanique. Ils en auront l'occasion à partir du printemps 1941,
puisque il y a donc cette signature du pacte tripartite le 25 mars 1941. Ça suscite quand même des inquiétudes dans le gouvernement yougoslave, ce qui fait que le surlendemain, le 27 mars, il y a le renversement du Premier ministre Cvetković par des officiers d'aviation qui étaient défavorables à l'Allemagne. Alors Simović prend le pouvoir dans l'espoir de retarder, de faire en sorte que la Yougoslavie demeure éloignée du théâtre d'opération, puisque la Yougoslavie est une puissance neutre, mais ça n'est pas suffisant, et une dizaine de jours plus tard, le 6 avril, eh bien, la Wehrmacht envahit la Yougoslavie. La Yougoslavie est occupée au bout d'une douzaine de jours de combat, elle est démembrée, et plusieurs de ces territoires sont annexés par les différentes puissances constitutive de l'Axe. L'Italie occupe et annexe la Slovénie et la Dalmatie. La Bulgarie récupère la Macédoine et la Hongrie récupère l'ouest de la Voïvodine. Et c'est vraiment la fin de la monarchie parce que Pierre II s'exile à Londres et il ne reviendra jamais au pouvoir puisque dans les années qui vont suivre, assez logiquement, il y aura des mouvements de résistance. Assez logiquement, dans cette partie du monde assez proche de l'Union soviétique, les mouvements seront plutôt philo-communistes, pro-communistes. À partir de novembre 1942, nous avons la création d'un comité antifasciste de libération nationale. En 1943, l'annonce d'un gouvernement provisoire autour d'une figure qu'on retrouvera jusqu'en 1980, qui sera Tito. Et puis, l'armée rouge, l'armée soviétique, libère finalement le territoire yougoslave en octobre 1944. Et là, Benjamin, les espoirs de Pierre II de revenir sur le trône sont complètement douchés. Il ne reviendra jamais sur le trône et s'installe à partir de là un régime socialiste, ce qu'on appelle la RSFS, je crois. Ah oui, alors la monarchie ne revient pas parce que la monarchie est totalement discréditée, puisque la monarchie n'a pas pu empêcher que justement la Yougoslavie ne devienne un théâtre d'opération. Donc, c'en est terminé des Karađorđević. Ce qu'il faut noter, c'est que le fait que le mouvement de libération nationale, le front antifasciste qui s'est constitué contre l'occupant allemand et italien d'ailleurs, puisque Hitler était venu en Yougoslavie pour parer à la défaillance de l'armée italienne, le fait que ce mouvement antifasciste ait été dirigé par la personnalité de Tito va influencer sur la conception de ce nouveau régime qui va se mettre en place après 1945. Tito est un Croate. Était un Croate qui n'a pas oublié que la monarchie yougoslave était une monarchie centralisatrice qui, malgré quelques concessions libérales, n'avait rien fait pour une gestion autonome des territoires. J'ai parlé déjà de la Slovénie et de la Croatie. Et bien Tito, quand il va qui va se dégager comme le dirigeant naturel de la Yougoslavie après 1945, va créer un État fédéral où chaque république aura un rôle important et aura un parlement. Chaque république aura un parlement et il y aura un parlement au niveau de l'État à Belgrade. Et ce qui est assez unique, singulier dans le cas yougoslave, c'est que cet État fédéral aura une existence effective. Alors que, puisque cette idée d'État fédéral a fait son chemin en URSS, l'Union soviétique avait été pensée sur ce modèle de comité de soviets de manière un peu subsidiaire. Eh bien, en Yougoslavie, ça se tient, et ça sera l'une des raisons, puisque ça se tient, et puisque Tito entend gouverner son État comme un chef d'État de plein exercice et non pas comme un subordonné de Staline, ce sera l'une des raisons de la rupture de Tito avec le dirigeant de l'Union soviétique. Alors effectivement, Benjamin, cette rupture avec l'Union soviétique et Joseph Staline, elle intervient le 28 juin 1948. Ça implique désormais que les Yougoslavies, alors je vous ai dit que c'était RSFS, je me suis trompé tout à l'heure, c'est RSFY, République socialiste fédérative de Yougoslavie. Eh bien ce régime qui jusque-là était partie intégrante du bloc de l'Est, donc de cette partie du monde communiste, hostile à la fois à la démocratie libérale et au capitalisme, eh bien
ce pays, la Yougoslavie, va progressivement devenir le héros de ce que Tito appellera, avec un petit peu de grandiloquence, mais quelques réalités aussi, le non-alignement, c'est-à-dire le fait de ne pas s'aligner ni sur le bloc américain, ni sur le bloc soviétique, mais de constituer en soi-même une troisième voie philosophique, politique, économique, sociale. Un troisième modèle à offrir au monde qui est, croit Tito et croit certains dirigeants, comme Nehru par exemple en Inde, eh bien une alternative à ce terme un petit peu condescendant de tiers-monde. Parce que finalement, quand on parle de tiers-monde à l'époque, et on parlerait plutôt maintenant de pays en voie de développement, ou de NPI, nouveaux pays industrialisés. Quand on parle de tiers-monde, on explique qu'il y a un premier monde, le monde capitaliste, un deuxième monde, l'expression est moins usitée, mais elle existe, le monde communiste, et puis un troisième monde, tout ce qui n'est pas dans les deux mondes. Eh bien, cette expression, elle est un petit peu snobée par des dirigeants comme Tito, qui lui préfèrent le terme de pays non aligné, et Tito va faire en sorte que ce concept théorique du non-alignement devienne une réalité pratique avec une conférence très connue qui est un événement historique important en septembre 1961. C'est ce que l'on appelle la conférence des pays non-alignés à l'initiative de Tito et qui symboliquement se tient en Yougoslavie à Belgrade. Et il y aura comme ça, je crois que c'est tous les 4 ans, des conférences des pays non-alignés qui naturellement sont plutôt organisés dans les pays finalement plutôt pro-communistes, parce que non-alignement c'est aussi une manière indirecte de se dire communiste, quoi. Il y a quand même des pays non-alignés comme Cuba par exemple, ou la Chine, qui sont quand même plutôt proches du bloc communiste que du bloc capitaliste. Et petit à petit vont se greffer dans cette philosophie du non-alignement, différents dirigeants issus des pays décolonisés. On aura par exemple très tardivement, dans les années 1980, une figure comme Thomas Sankara, qui est le président du Burkina Faso, qui a été président de la Haute-Volta et puis qui a renommé son pays symboliquement en 1984. Un homme comme Sankara essaiera de refaire vivre le non-alignement voulu par Tito, alors que dans les années 1980, il semblerait que l'Ouest soit plutôt en train de gagner et que cette réalité du non-alignement donc soit un petit peu en difficulté. Mais il faut quand même mettre au crédit de Tito et de la Yougoslavie d'avoir vraiment voulu incarner un système alternatif. Et une des preuves de ce non-alignement, c'est que, bon, bien sûr, il y a cette rupture spectaculaire avec l'Union soviétique qui durera jusqu'à 7 ans, jusqu'au voyage de Bulganin et de Khrouchtchev à Belgrade, donc c'était les représentants de l'Union soviétique. Mais une des illustrations de ce non-alignement, c'est qu'il y a eu l'acceptation, par exemple, de l'aide américaine. La Yougoslavie acceptait les crédits américains, alors qu'il n'en était pas du tout question en 1947-48, lorsqu'il y avait les tractations autour du plan Marshall. Et puis, il y a eu voilà, la Yougoslavie était ouverte sur le monde. Elle a notamment reçu Charles de Gaulle, qu'on peut considérer à sa manière comme une sorte d'ambassadeur d'un non-alignement, même si naturellement la France était dans le bloc de l'Ouest. Mais le non-alignement, Benjamin, n'est pas qu'un concept théorique, il a eu comme ça des réalités pratiques. C'est pratiquement l'un des seuls États en Europe à avoir, appliqué cette théorie. Alors on citera évidemment à l'encan l'exemple de la Suisse, dont la neutralité demeure légendaire, mais la Yougoslavie incarne, sinon la Suisse, véritablement ce non-alignement dont tu as si bien parlé. Le rideau de fer ne s'arrêtait pas à la frontière entre l'Italie et la Yougoslavie, mais entre la Yougoslavie, la Roumanie, la Bulgarie. Donc il n'y avait déjà pas une fermeture physique de la Yougoslavie sur l'Ouest et, à plus forte raison, sur le reste du monde. Et justement, cette position volontaire de non-alignement comme un pied de nez à Staline, d'ailleurs, la réconciliation avec l'URSS, le voyage de Khrouchtchev à Belgrade ne se fera qu'en 1955, c'est-à-dire 2 ans après la mort de Staline. Et donc cette volonté de ne pas s'exclure, je pense que l'un des traits de la pensée de Tito, ce n'est pas une pensée, c'est une pensée un peu obsidionale, c'est de ne pas s'exclure, de ne pas voir les frontières se fermer.
Et l'avantage et l'application concrète de cette ouverture, plutôt de cette volonté de ne pas se fermer, a été un développement spectaculaire de la Yougoslavie, qui, tu l'as rappelé, a profité des aides américaines, mais aussi, à partir de 1955, des aides soviétiques, et on a assisté à un développement de ce pays, et également, et ça c'est assez fort quand on sait l'histoire de ce pays et de ses minorités, un attachement à une identité yougoslave. Et c'est d'ailleurs ça le drame en 1991, c'est que la Yougoslavie implose et que des républiques, on en parlera quand on traitera peut-être de la fin en conclusion de cet entretien, c'est que l'identité yougoslave doit énormément à Tito, puisque le développement de ces États tient à cette doctrine politique de non-fermeture qui a été une version alternative d'un communisme, mais d'un communisme non abouti, d'un communisme qui rejette peut-être le protectionnisme intégral et qui accepte l'aide même de l'ennemi capitaliste. Voilà, c'est ça qui fait le miracle yougoslave, certain charme de Yougoslavie, et peut-être l'alliance la plus invraisemblable de ce pays quand même socialiste, c'est l'ouverture de négociations avec le Vatican en 1971, l'ennemi socialiste qui se réconcilie avec la papauté. 71, on est sous le pontificat de Paul VI. Oui, Benjamin, tu as parlé du miracle, implicitement, je pense, du miracle économique. Pas très compliqué. En dehors de l'Union soviétique, donc dans l'Europe de l'Est, il y a deux pays qui fonctionnent économiquement. La principale puissance, c'est naturellement la République démocratique allemande à partir de 1949. C'est parce qu'il y a ce qu'il reste de l'appareil industriel en Allemagne de l'Est, qui n'a pas été détruit durant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ça participe à ce que cette économie soit malgré tout florissante. Et puis, il y a un deuxième pays qui fonctionne, c'est le pays dont nous parlons, la Yougoslavie, avec donc cette troisième voie, ni communiste, ni capitaliste, ce non-alignement qui est visible par quelques points saillants. Par exemple, en juin 1940, c'est la mise en place d'une stratégie d'autogestion avec des conseils ouvriers élus par les travailleurs dans chaque unité de production. Et puis il y a comme ça différents marqueurs de ce non-alignement. En 1965, c'est le quasi-abandon de la planification économique, qui était un petit peu la doctrine de l'Union soviétique et de ses pays satellites depuis la NEP dans les années 1920. En 1975, il y a carrément une épuration des éléments pro-soviétiques dans l'administration qui succède. Bon, il y a eu deux phases d'épuration. En 1971, c'était les éléments libéraux, nationalistes, technocrates qui avaient été épurés. Il y avait aussi l'insubordination des Croates. Mais en 1975, il y a carrément une épuration des éléments pro-soviétiques. Alors, si ça, c'est pas une marque de défiance et d'indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique, qui n'est pas l'Union soviétique de Staline, qui est l'Union soviétique de Léonid Brejnev, donc une puissance qui est quand même nettement déclinante, c'est bien un marqueur de non-alignement. Et puis, bon, symboliquement, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais en septembre 1979, quelques mois avant sa mort, Tito ne manque pas de réaffirmer à La Havane, c'est symbolique, lors d'une de ses conférences des pays non alignés qui se situe à Cuba, il ne marque pas de réaffirmer la troisième voie yougoslave qui est celle du non-alignement. Mais finalement, Tito meurt le 4 mai 1980, il est né en 1992, il meurt à 88 ans, et là, Benjamin s'ouvre une phase de nette instabilité politique quelques années avant la chute du bloc de l'Est. Mais c'est le problème de ces États qui sont dirigés, non pas du main de fer, mais où l'autorité de Tito est arrivée assez naturellement comme chef de la résistance sous l'occupation. Cette autorité disparaît. Tito meurt à Ljubljana en 1980 et personne n'a la trempe de Tito pour le remplacer. Et déjà, le contexte international est en train de changer. L'Union soviétique, tu l'as répété, sous Léonid Brejnev,
est une puissance déclinante. La Chine s'est ouverte également avec la création de zones économiques spéciales sur les côtes chinoises, s'est ouverte à l'économie de marché. Et autre point, c'est la construction européenne, avec l'intégration des États d'Est en Ouest. Alors le cœur évidemment de l'Union européenne étant la France et l'Allemagne. Alors on intègre dans les années 80 la Grèce en 1980, ce qui fait déjà un encerclement avec l'Italie, donc membre fondateur de la construction européenne, mais la Grèce en 1981. Donc la puissance yougoslave est un peu enserrée déjà vers cette construction européenne qui semble avoir déjà un avenir, alors que la Yougoslavie semble être à bout de souffle. C'est pas ce qu'on appelle l'Union européenne à l'époque, hein, c'est bien la communauté économique européenne. Oui, il faudra attendre le traité de Maastricht en 1992 pour que l'Union européenne prenne définitivement ce nom. Et quelle est la pomme de la discorde et quel est le facteur qui va pousser à la sécession. Le facteur qui va pousser à la sécession, cette désintégration de la Yougoslavie, c'est le problème, c'était un peu le ver qui était dans le fruit de la constitution de la République fédérale yougoslave, c'est qu'il y a une absence d'une autorité supérieure pour casser les problèmes entre républiques. La République qui est visée, c'est la République de Serbie, c'est là où se trouve la capitale, c'est le centre de la Yougoslavie, et les républiques périphériques, notamment les deux dont on parle depuis le début, la Croatie et la Slovénie, sont en conflit avec cette république serbe, notamment la Croatie sous l'égide d'un homme, Franjo Tuđman, ancien compagnon de résistance de Tito, membre de l'état-major de l'armée yougoslave, condamné déjà dans les années 70 et 80 pour son nationalisme croate un peu trop exacerbé. Eh bien, il constitue dans les années 90, en 1990, pour les premières élections libres, vous voyez déjà qu'il y a une évolution libérale insufflée au sein de la Fédération yougoslave. Il participe aux premières élections libres et devient président de la République de Croatie en 1991, qui sera l'année de la proclamation d'indépendance à la fois de la Slovénie et de la Croatie, le même jour, le 25 juin, jour qui est pour les deux pays le jour de la fête nationale. Voilà, mais quelques mois plus tard, vous le savez, c'est l'effondrement de l'Union soviétique le 25 juin 1991, et donc c'est la fin de cette intégration des pays de l'Est de l'Europe à une sphère communiste qui n'existe plus de toute manière, même s'il y aura la tentative de la communauté des États indépendants, la CEI qui n'est pas aussi couronnée de succès que l'Union européenne. C'est pas vraiment une intégration politique et économique de ces anciens États. Et ensuite, il y aura, vous le savez, les conflits de ce qu'on appellera l'ex-Yougoslavie à partir des années 1994, 1995, 92 aussi, les accords de Dayton et puis la guerre du Kosovo en 1999, qui nous emmène quasiment à des faits d'histoire immédiate, puisque il y a, comme vous ne l'ignorez pas, un conflit actuellement, enfin un conflit, c'est pas une guerre, mais un conflit d'interprétation sur ce qu'est le Kosovo, par exemple. Est-ce que le Kosovo, c'est une partie intégrante de la Serbie? Les Serbes considèrent que oui, naturellement. Ou est-ce que c'est un État indépendant? Les Kosovars considèrent que oui, c'est un État indépendant, et en cela, ils sont soutenus par les Américains et l'Union européenne. Voilà, l'histoire de la Yougoslavie, qui s'est achevée il y a un quart de siècle, n'est toujours pas complètement finie, même si factuellement, la Yougoslavie, comme l'indique le titre de cette émission, est un État disparu. Elle a existé entre 1918 et 1992, et cette fédération aujourd'hui n'est plus. Il y a des États indépendants de Macédoine, je crois d'ailleurs qu'il a changé de nom il y a quelques mois de cela. Il y a un État... Macédoine du Nord. Macédoine du Nord, oui, parce qu'il y avait un conflit avec la Grèce. Il y a un État de Serbie, il y a un État de Croatie, et cet espace qui était assez grand à l'époque est redevenu finalement ce qu'il était avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire un espace morcelé, même si maintenant il n'y a plus l'influence naturellement de l'Autriche ou d'autres puissances, et que ce sont devenus de petits États d'Europe balkanique qui sont plus ou moins intégrés dans l'Union européenne. Voilà, chers amis auditeurs, merci de votre écoute
pour cette émission consacrée à un État disparu, la Yougoslavie. Nous reviendrons bien sûr d'ici quelques semaines sur de nouveaux États qui n'existent plus. Et merci de votre fidélité. Merci à toi, Benjamin.